Yes, if you don't make an effort to understand them. Makes you wonder what the world's coming to. Bonjour Laure et merci de nous rejoindre, d'accepter de discuter avec nous. Effectivement, on avait envie d'en savoir plus sur ta marque, sur tes produits. On avait envie de faire découvrir aux internautes de l'hommetendance.fr ton univers. Donc, ce que je te propose dans un premier temps, c'est peut-être de te présenter en quelques mots et puis de nous dire dans quelle aventure tu t'es lancé. Oui. Je m'appelle Laure Bouguin, j'ai 29 ans. J'ai créé il y a 5 ans Ocaran, qui est une marque de soins holistiques et naturels à base de chanvre. Chanvre ou cannabis, j'utilise souvent les deux mots de manière interchangeable parce que c'est exactement la même plante. Et notre volonté, c'est vraiment de déstresser les urbains, leur peau, leur corps, leur esprit même, grâce à cette plante qui est extrêmement complète. Et moi, je la connais parce que mes grands-parents l'ont cultivée pour la tige qui était transformée en papier à Quimperlé, en Bretagne. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille encore avec des chanvriers bretons. Ça fait partie un petit peu de ce que j'ai envie de transmettre. D'accord, bon, c'est chouette. En tout cas, la promesse est intéressante, déstresser les urbains ou les gens de manière générale, leur peau et peut-être leurs âmes, je ne sais pas. Justement, tu parles de chanvre, cannabis. Juste dans un premier temps, quelle est aujourd'hui la réglementation en France? On sait que c'est toujours un peu compliqué de parler de ces sujets-là, de consommer ce type de produit sous n'importe quelle forme. Est-ce que tu peux nous en dire juste quelques mots là-dessus? Oui, tu as une grande famille qui s'appelle Cannabaceae. Dans cette famille, tu trouves deux plantes, le cannabis et le houblon, qu'on appelle communément chanvre, ou humulus, qu'on appelle communément houblon. Et on a droit en France de cultiver 20 variétés de cannabis sativa. Donc, c'est un genre particulier. Tu as le genre sativa, le genre indica et le genre ruderalis. Et nous, on a droit de cultiver au catalogue français une vingtaine de variétés cannabis sativa parce qu'elles sont très pauvres en THC. Elles sont sélectionnées pour, c'est de la génétique. Elles contiennent moins de 0,2% de THC, le tétrahydrocannabinol, c'est la molécule qui donne des effets psychotropes. Donc, tu as toutes les autres propriétés de la plante, mais c'est vrai que tu ne vas pas avoir ce sentiment, si tu l'utilises de manière fumée, vapotée, tu n'as pas ce sentiment de défonce qu'on peut connaître au cannabis plus classique, parce que la molécule est très très peu présente dans la plante. Ok. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es dit, tiens, ce serait intéressant de cultiver cette plante et de l'utiliser à des fins cosmétiques notamment? En fait, j'ai pas été la première du tout à avoir l'idée. Les barbiers l'utilisent depuis très longtemps dans les huiles d'après-rasage parce que le chanvre a des vertus anti-inflammatoires. Et tu as The Body Shop qui a lancé il y a une vingtaine d'années sa gamme au chanvre avec des corps gras. Donc crème pour les mains, crème pour les pieds, tout est centré autour de l'huile issue des graines. Mais par contre, on parlait très peu des cannabinoïdes parce que c'est vrai que là, on a parlé du THC, mais en fait, tu as plus de 120 cannabinoïdes dans la plante. Tu as deux cannabinoïdes qui tirent un peu leur épingle du jeu aujourd'hui, le THC et le CBD, cannabidiol, qui est une molécule antioxydante qui est psychoactif, comme peut l'être la théine, la caféine, mais qui n'est pas psychotrope, contrairement au THC. Et c'est vrai que j'avais envie de rentrer plus en profondeur dans cette plante, montrer qu'elle peut soigner, que ce n'est pas que cette dimension récréative qu'on connaît en France, et parce qu'en Californie et même dans d'autres États, d'autres pays, ça fait un moment qu'on commence à parler du cannabis médical, qu'on voit les effets positifs. Et souvent, une plante qui a un effet en médical peut être utilisée en cosmétique sur des propriétés un petit peu différentes, avec des allégations différentes, évidemment. Mais j'avais envie de pouvoir l'amener aussi dans notre quotidien. D'accord, ouais, c'est intéressant. Effectivement, aujourd'hui, on parle de plus en plus de CBD. Il y a beaucoup de marques qui se lancent sur ce domaine-là, que ce soit dans les cosmétiques ou sur l'huile. Tu parles de principe psychoactif. Ça veut dire quoi exactement? Alors, c'est la distinction qu'il faut toujours faire entre psychoactif et psychotrope. Psychoactif, ça veut dire que ça agit sur ton système nerveux central, ça va avoir un effet. Si tu prends un café, la caféine, ou si tu prends un grand bol de thé, la théine vont avoir un effet. Alors, ça peut, en l'occurrence, ça c'est plutôt des effets énergisant, mais par contre, ça ne va pas perturber tes sens. Ce qui perturbe les sens, c'est ce qu'on appelle psychotrope, l'alcool,
le THC sont des psychotropes, c'est-à-dire que tu ne te comportes, c'est pas juste ça a un effet, ça me relaxe, ça me donne de l'énergie, c'est je perds le sens de la réalité est déformée. Et donc le cannabidiol va avoir cet effet apaisant, déstressant parce qu'il est psychoactif, c'est comme ça qu'il agit souvent sur le stress, l'anxiété, les appréhensions, et même également pour aider au sommeil, parce qu'il va chasser un peu toutes ces idées qui nous empêchent parfois de dormir. Mais par contre, il ne va pas perturber ta vision de la réalité, tu vas pouvoir continuer à conduire, à avoir des discussions tout à fait normales. Bon, c'est très bien, c'est une bonne chose. Justement, cette propriété, la psychoactive, est-ce qu'on la retrouve dans les crèmes ou pas du tout? La crème va juste avoir un effet sur les cellules de la peau, mais pas forcément sur notre psyché, je ne sais pas comment on dit. Mais... Ouais. En fait, toute la science et la réflexion basée derrière Ocaran, c'est sur le système endocannabinoïde. De même que tu as un système de respiration cardiovasculaire avec des organes qui interagissent, on a un système endocannabinoïde. Donc, on a des récepteurs. On a isolé deux cannabinoïdes principaux qui sont les CB1 et CB2. CB1 qui est plutôt sur le système nerveux central, CB2 qui est plutôt sur le système immunitaire. Et la peau, qui est notre plus gros organe, va avoir un ensemble de récepteurs CB2 plutôt sur la partie inflammation. Donc, le cannabidiol va plutôt soulager, quand tu l'appliques en application topique, tout ce qui est peau inflammée, peau irritée. Donc, c'est pour ça qu'on a quelques clients qui nous envoient des témoignages parfois en disant moi j'ai de l'eczéma depuis longtemps, des psoriasis, des choses comme ça. Et il y a un effet, et alors que des médicaments l'ont pas. Et on dit attention, nous on fait bien que de la cosmétique. Mais c'est vrai qu'on s'appuie, on n'est pas juste sur un corps gras qui vient nourrir la peau, on s'appuie aussi sur un ensemble de récepteurs qui ne sont pas forcément stimulés habituellement en cosmétique et avec lesquels on va pouvoir jouer sur des problématiques de peau, peut-être sur un angle un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Et puis évidemment, on va utiliser des molécules peut-être plus classiques dans la plante, les oméga 3, oméga 6, les acides gras dits essentiels, puisque notre corps ne les crée pas, qu'on retrouve dans l'huile, dans la graine. On va utiliser aussi dans la fleur les terpènes, qui sont des molécules antibactériennes qui donnent l'odeur très spécifique de la plante, mais qui agissent aussi en aromathérapie, sur tout ce qui est déstressé, et également sur le côté antibactérien, sur les imperfections. Et on va utiliser les flavonoïdes. Donc on va vraiment aller chercher la plante au global jusqu'à utiliser la tige dans le carton dans lequel on met nos produits. Donc c'est vraiment cette idée de dire grâce aux chambres, tu peux consommer et produire différemment, de manière plus durable, plus locale, plus éco-responsable. D'accord, ouais, c'est intéressant, effectivement. Vous avez créé une gamme de cosmétiques qui commence à être assez large pour le coup. Est-ce que le CBD, c'est le principe, je ne sais pas si on dit un principe actif, en tout cas l'ingrédient qui est la base du cosmétique en tant que tel, ou est-ce que, c'est une question un peu piquante, mais est-ce que c'est un argument un peu commercial et marketing? La base de tous nos cosmétiques, c'est le chanvre. Donc en fait, on a une gamme, par exemple, la gamme Régénération, où tu retrouves tout le temps du CBD. Mais dans notre gamme d'hydratation, on ne va pas mettre du CBD. Typiquement, dans un savon, ça n'a aucun sens que de mettre cette molécule parce que le savon est rincé. Par contre, on utilise l'huile végétale, qui est extrêmement riche, ça fait un savon sur gras, et l'huile essentielle. Dans notre gamme énergisante, on utilise les flavonoïdes. On ne va pas utiliser le CBD parce qu'on n'a pas d'effet flush sur le CBD actuellement. Donc le CBD, c'est une molécule parmi des milliers qu'il y a dans la plante. Donc, on la retrouve dans une gamme qui est très spécifique avec l'action associée au CBD qui est plutôt sur tout ce qui est antioxydant, anti-inflammatoire. Mais on ne va pas en mettre partout parce que parfois, ça n'a pas de sens en fait d'en mettre. Mais ce qui est évident, c'est que les clients recherchent d'abord ces produits. En tout cas, sur notre e-shop, le produit qu'on vend le plus, c'est l'antidote. C'est une huile sublinguale que tu peux aussi utiliser sur la peau en sérum. Mais c'est vrai que l'utilisation principale qu'on nous remonte, c'est je suis stressée, je suis anxieux, j'ai du mal à dormir. Et du coup, les gens prennent quelques gouttes, type un peu dans l'esprit complément alimentaire dans ce sens-là. Alors que chez les distributeurs, on est vendu par exemple sur le site internet de Sephora en Europe. Là, ce qu'on vend le mieux, c'est notre Morning Miracle, c'est un contour des yeux, anti-poche, anti-cerne, qui n'a pas de CBD à l'intérieur. Mais c'est ce que les gens vont chercher plus chez eux. Donc ça dépend vraiment d'où on vend et à qui on s'adresse. Et chez les hommes, on vend beaucoup notre déo. Le déo qui est avec des terpènes et du zinc, qui lui n'a pas non plus de CBD à l'intérieur, mais c'est un produit naturel, c'est un produit sain et c'est ça qu'ils viennent en fait aussi chercher et ils ne sont pas attirés par le côté, ils ne se disent pas il y a quelque chose de sulfureux à utiliser du chanvre, du cannabis dans mes produits, ils se disent juste moi je veux un bon déo qui me fait du bien. Ok. Tu parlais justement du produit l'antidote, c'est l'huile
au CBD et pro-collagène vegan, c'est ça, que vous vendez le plus aujourd'hui. Et tu disais que ça a quoi? Ça a quel type d'effet finalement? Alors, c'est ce qu'on appelle un sérum ingestible. Donc, tu peux soit l'utiliser sur la peau, en régénération, en huile le soir. Souvent, les marques ont toujours une gamme dite anti-âge. Moi, je n'ai pas de gamme anti-âge parce que l'anti-âge, ça n'existe pas. C'est une notion marketing. Mais disons que ce que tu vas travailler, c'est l'antioxydation, le renouvellement cellulaire, aider la peau à mieux vieillir, on va dire. Donc, on a plutôt les femmes qui l'achètent sous cet angle-là. Elles ont souvent des sérums ou des huiles de nuit. Et donc, c'est ce qu'elles viennent chercher avec ce produit. Et puis en même temps, il est comestible. Voilà, tous les ingrédients sont ingestibles parce que c'est dans ce qu'on appelle les coffee shops ou les dispensaires aux États-Unis, les gens utilisent les huiles de CBD surtout en ingestion pour lutter contre le stress et l'anxiété et les problèmes de sommeil. Parfois un peu en récupération sportive, mais moins. Et sur tout ce qui est traitement de la douleur, mais pareil, voilà, la douleur, c'est quelque chose qui relève du médical et nous, on ne peut pas officiellement en parler. Par contre, c'est vrai que moi, l'exemple que je donne souvent, parce qu'il est vrai, c'est que moi, je me suis fait une hernie discale, je bois beaucoup de CBD parce que c'est un super anti-inflammatoire et que du coup, ça remplace, j'étais sous codéine, kétoprophène, c'est assez violent, c'est fort comme dosage, ça te détruit pas mal l'estomac. Et à la place, je prends de l'huile de CBD parce que c'est plus facile à tolérer. Par contre, j'en prends des grosses quantités. Et c'est un peu la problématique quand tu me parlais de réglementation tout à l'heure, c'est qu'en France aujourd'hui, la réglementation n'est absolument pas claire entre ce qui relève du cosmétique et ce qui relève du médical. Il n'y a pas de dosage, il n'y a pas de typologie de galénique de produits. Donc là, comme tout est flou, tu retrouves pas mal d'acteurs qui racontent un peu tout et n'importe quoi. Et puis, tu as aussi pas mal de gens qui te viennent avec des maladies extrêmement sérieuses et un peu désespérés de la médecine. Et toi, tu peux pas leur apporter de réponse, ce qui est toujours un peu frustrant, mais parce qu'on est sur une plante qui est à la fois du cannabis médical et à la fois du cannabis bien-être. Donc, tu as rarement ça. Tu n'as pas l'argan médical et l'argan bien-être ou l'aloe vera médical et l'aloe vera bien-être. Ok, ouais, c'est intéressant. Donc, en plus de ça, vous avez développé toute une gamme cosmétique, tu en as parlé un petit peu. Euh, Ces cosmétiques-là, notamment les crèmes pour la peau, est-ce que c'est des produits qui sont mixtes, qui peuvent être utilisés à la fois par les hommes et les femmes, ou pas forcément? Tous nos produits sont mixtes pour la simple et bonne raison que je me suis rendu compte en travaillant en cosmétique que la segmentation femmes-hommes était très marketing et qu'elle se justifiait rarement par une formulation spécifique. Donc, j'ai pas vocation à faire des parfums pour les hommes, des parfums pour les femmes ou des packaging pour les hommes, des packaging pour les femmes. Donc, tout est mix comme Aesop, comme Ren, tu vois, comme d'autres marques. Honnêtement, c'est très, très rarement justifié d'un point de vue formulation, cette différence-là. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Et du coup, alors, la question suivante, c'est où est produit le chanvre et où sont fabriqués les produits finis? Ouais. Alors le chanvre, il est cultivé entre Guarec et Quimper, donc Finistère, Côte d'Armor. On va pouvoir en extraire la majorité des bienfaits, sauf une molécule, enfin en tout cas une famille de molécules qu'on n'a pas le droit d'extraire en France aujourd'hui encore, qui sont les cannabinoïdes. Légalement, je n'ai pas le droit, j'ai le droit de vendre des cannabinoïdes, mais je n'ai pas le droit de les extraire de la fleur. Le parallèle que je fais souvent, c'est les œufs sont autorisés, mais pas les poules. Du coup, tu es un petit peu embêté par cette situation-là. Donc, pour l'instant, on les importe de l'étranger, que ce soit en Europe ou parfois aux États-Unis pour avoir du bio. C'est pas toujours facile encore en Europe de trouver des cannabinoïdes labellisés bio. Et ça, c'est un peu l'aberration sur laquelle on travaille avec le syndicat professionnel du chanvre que j'ai cofondé en parallèle d'Ocaran, ou qui est un organe de lobbying, tout simplement, pour pouvoir légaliser et rentabiliser la culture des chanvriers français. Et ensuite, la production, donc tout notre centre R&D est à Quimper. Donc eux, on va travailler, c'est des spécialistes de la phytocosmétique, donc travailler ensemble sur des formulations qui sont naturelles et qui incluent cet ingrédient un petit peu original qui n'est pas toujours travaillé encore depuis très longtemps en France. Et après, on a différents centres de production suivant les galéniques. Par exemple, les savons sont faits en Provence, parce que c'est vraiment leur spécialité. Tout ce qui est émulsion, crème, on en a dans les Landes et Sud-Bretagne, et un labo pas loin de Paris qui fait aussi tout ce qui est gel lotion. Voilà. Nous, en France, mais pas tout en Bretagne forcément sur la prod. Ok, top.
C'est vraiment chouette et je pense que c'est un secteur qui va se développer, qui se développe aujourd'hui. Et notamment sur l'homme tendance, on est pas mal sollicité par des marques qui proposent ce type de produit. Alors souvent, c'est que de l'huile essentielle, etc. Effectivement, il y a des cosmétiques qui arrivent aujourd'hui en force et on en parle beaucoup. Toi, quelles sont, pour la marque Ocaran, quelles sont les perspectives de développement à court et moyen terme? Là, c'est vrai que le contexte est un petit peu particulier parce qu'on se parle en début juillet, donc on est en sortie de confinement. Et le marché de la cosmétique et notamment du retail a été pas mal bouleversé avec le Covid. Du coup, là, on est plutôt dans une posture de se recentrer sur le online, sur notre e-shop, puisqu'on a eu une belle croissance pendant le confinement, là où les boutiques physiques ont beaucoup souffert. Et on s'est aussi rendu compte que moi, j'ai pris beaucoup plus le temps de communiquer avec nos clients pendant cette période-là. Et du coup, pour faire toute la partie éducation, parce que c'est pas simple en fait d'expliquer la plante, les bienfaits pour la peau, comment est-ce qu'on peut déstresser. On est plus à même de le faire sur nos réseaux sociaux et sur notre e-shop. Donc le gros focus là sur les mois à venir, c'est ça. Et on a un pop-up en septembre, donc on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de reconfinement du 1er au 30 septembre, 29 rue du Roi de Sicile dans le Marais. Et là, ça sera notre première prise de parole en retail tout seul. Tu as une grande vitrine qui sera habillée entièrement de plantes de chanvre qu'on est en train de faire pousser dans une ferme urbaine à Nantes en ce moment. Et l'idée, c'est vraiment de prendre la parole sur cette plante, de venir démystifier un petit peu ce qui se cache derrière. Et donc, on sera là présent pendant un mois avec des animations et des explications, puis la possibilité de tester les produits aussi, parce qu'on y dit souvent, en fait, si je veux tester, j'ai peu de points physiques, ce qui est vrai. On est surtout online, donc ça, le gros projet là sur la fin d'année. Et puis, on a quelques lancements produits encore pour élargir notre gamme, toujours dans cette dimension holistique. Donc, on n'est pas que sur de la cosmétique en application topique. Il y a des choses à boire, à sentir, dans lesquelles aussi se lever. Donc, c'est l'idée de prendre soin des femmes et des hommes urbains. Prendre soin de soi. Ok. C'est intéressant parce qu'avec le chanvre, évidemment, on peut faire énormément de choses, notamment de la matière. C'est des éléments que tu as en tête, j'imagine, mais qu'est-ce que vous faites de votre production, en tout cas de la matière en tant que telle, aujourd'hui? De la fibre? Ouais, de la fibre, ouais. La fibre en France, elle est surtout utilisée en BTP, donc pour tout ce qui est isolation, biobriques, béton de chanvre. Il y a aussi les pare-chocs de voitures, les pare-chocs de Porsche, il me semble, sont en chanvre. Donc il y a toute une industrie qui est plutôt orientée du BTP. Et malheureusement, la filière textile est encore sous-exploitée, alors que c'est une excellente alternative au coton. Mais parce que la culture telle qu'elle est prévue aujourd'hui en textile, du fait de ne pas pouvoir vendre la fleur, n'est pas rentable. Donc c'est un des combats aussi qu'on a, parce que le coton nécessite énormément d'eau, n'est pas souverain, on est dépendant de plein de pays étrangers. Alors que si on pouvait relocaliser notre filière textile française dès la partie production, on aurait un petit peu plus de sens dans la façon de produire et de consommer. Donc il y a du textile de chanvre, mais ça coûte atrocement cher. Mais on a fait un partenariat avec une marque qui est magnifique, qui s'appelle Couleur Chanvre, qui fait du linge de maison. Et on avait par exemple un kimono en chanvre, mais tu vois, qui est vendu sur l'e-shop est à 160 €. Et encore, il y a très peu de marge en fait qui est faite là-dessus. Thierry Bonhomme, je l'avais interviewé, le fondateur de Couleur Chanvre, pendant la 420, c'est la grande fête du cannabis autour du 20 avril. Et il nous disait, moi, rien que dans un drap, j'ai 50 € de fil de chanvre. Et c'est juste le fil. Il n'y a pas encore le travail de teinture, de la main de l'homme. Donc, on est sur une matière première qui est encore extrêmement coûteuse aujourd'hui. Ça me fait penser à l'industrie du lin un petit peu, qui est beaucoup plus développée sur la partie textile, et notamment en France, qui se redéveloppe en tout cas. Et effectivement, il y a pas mal de similitudes là-dessus, en tout cas sur la partie textile. Il y a énormément de parallèles entre le lin et le chanvre. L'avantage du chanvre par rapport au lin, c'est qu'il froisse beaucoup moins. Si tu as des chemises en lin, je pense que tu vois de quoi je parle. Après, le lin est très bas. Ce sont des plants qui ne dépassent pas les 1 mètre. Donc, les machines qui servent à récolter le lin ne peuvent pas être sur le chanvre textile qui monte jusqu'à 2, 3, parfois 4 mètres. Donc, on a une problématique de récolte et de tout ce qui est ruissage derrière. Il faut absolument pouvoir défibrer. Défibrer le chanvre, c'est un petit peu plus compliqué que défibrer le lin. Mais en tout cas, là, tu as une association lin et chanvre, par exemple, qui s'intéresse à ce sujet.
Et du coup, le chanvre, il pousse où en France? Toi, tu es du côté de la Bretagne, mais tu sais si tu as des copains, des concurrents ou des Oui, si, confrères et des consoeurs en France qui… on a des copains. Tu as 17 000 hectares en France. Il y en a 8 qui sont dans l'Aube, puisque tu as la Chambrière de l'Aube, qui est, qui est la plus grosse chambrière. Ensuite, tu as la Bretagne, tu as le sud de la France également, et un petit peu dans le nord. Donc, c'est une plante qui pousse à peu près partout. Après, c'est sûr qu'en Bretagne, on a des conditions qui sont assez optimum pour sa pousse du fait du climat, qui a une bonne alternance soleil-pluie, mais elle peut pousser ailleurs aussi. Ok, c'est chouette. Du coup, toi, sur ton parcours personnel et là, la création de la marque, comment tu gères tout ça? Est-ce que tu es toute seule? Est-ce que tu as une équipe avec toi? Comment ça fonctionne un petit peu? Alors, on est basé principalement entre deux villes, Nantes et Paris. Moi, j'ai créé l'entreprise quand j'étais étudiante à Nantes dans une école qui s'appelle Audencia. C'était mon projet d'études. Donc, c'est pour ça qu'historiquement, on est basé là-bas. Et puis, j'ai ouvert un bureau à Paris en septembre parce que tout ce qui est commercial, marketing, com, c'est quand même plus, plus souvent à Paris. Moi, je faisais déjà les allers-retours en continu. Donc, avant Covid, je passais 3 jours à Paris et le reste de la semaine à Nantes. C'est vrai que là, j'essaye de venir tous les 15 jours maintenant. Et puis, on a appris à travailler aussi en remote beaucoup plus facilement. Donc, les, les- les- les équipes vont être amenées à évoluer et à être plus flexibles dans leur positionnement géographique. Mais oui, oui, on a une petite équipe bah, parce qu'il faut gérer le wholesale, il faut gérer la prod, la logistique, la finance, la R&D. On a quelqu'un sur le e-business, il faut gérer la com. Enfin, donc, il y a quand même pas mal de sujets qui doivent être traités. Mais on est encore une équipe vraiment à taille humaine et j'ai les mains à peu près partout. Je vois ça. Je vois ça. Du coup, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver les produits? Principalement sur le site, ce que tu Ouais, disais, au trouver caram.fr. ailleurs. Après, on est chez des spécialistes de la cosmétique naturelle, NUO, NU2O, Birchbox dans les corners green, Sephora dans le corner beauté naturelle. On est chez Monoprix Beauty à Abbesse en physique. On est dans la pharmacie Monge à Paris. On a quelques autres pharmacies en province. On a mis la liste sur NutriShop. On est chez Harvey Nichols au Royaume-Uni, s'il y a des gens qui sont à l'étranger. On est en boutique physique chez Sephora en Espagne. On est dans les 50 Sephora Espagne parce que ouverture d'esprit sur le sujet qui est un petit peu différent de nous ici. Et surtout l'Allemagne et l'Europe de l'Est, on est chez Douglas en online. Ok, c'est chouette. Du coup, le chiffre d'affaires, il est quoi? Il est fait principalement à l'extérieur de la France ou… Il l'était jusqu'à mars, il était avant, c'était 50% pratiquement l'Espagne, après Allemagne, Royaume-Uni, ensuite la France. Et là, les cartes se redessinent pas mal avec le contexte actuel. Et aussi, nous, en com, on est en train de forcer la France pour prendre plus de place ici, avec l'idée d'être fort chez nous avant de se redéployer massivement à l'export. Ok, ouais, c'est super intéressant. Est-ce que tu sens que chez les consommateurs, il y a un besoin voilà, d'utiliser et de revenir potentiellement à des produits et des soins plus naturels, ou est-ce que c'est pour l'instant juste un effet un bruit, un bruit marketing ou un bruit médiatique plus qu'autre chose? Ben, je pense qu'il faut pas tomber dans l'écueil d'oublier de séparer ce que les gens disent et ce que les gens font. C'est vrai que dans les intentions d'achat, on parle beaucoup de cosmétiques naturels, de production locale, de Made in France. Après, quand tu regardes les achats réellement faits, la grande surface rafle quand même une grande partie de la mainmise sur la cosmétique, avec une offre en bio qui est en train de se développer, qui est d'une qualité qu'on peut discuter, mais qui en tout cas est présente. Sur notre segment qui est sur de la cosmétique naturelle Made in France, ça reste malheureusement encore un peu niche parce que le Made in France, même si tout le monde en parle, le prix vient souvent avant la provenance, mais on sent que ça change. On sent que ça change et on a quand même un cœur de cible qui est très axé sur le combat autour de la plante, avec cette incompréhension de pourquoi quelque chose qui peut nous faire autant de bien et pose autant de problèmes. Et du coup, on a quand même une cible de gens hyper engagés à nos côtés et qui ont envie de consommer ce type de produit et qui nous soutiennent. Mais tu vois, enfin, quand tu compares avec les mastodontes, L'Oréal et compagnie, ben, on n'est pas du tout sur les mêmes verticales et on est assez niche par rapport à eux en termes de part de marché.
Oui, mais bon, les choses peuvent changer progressivement. Pourrait, Ils se pourrait mettent au champ. J'avais eu la directrice marketing de Garnier en mentor dans le cadre d'un programme d'accélération avec eux qui du coup a sorti une gamme aux chambres. Donc je suis ravie d'avoir pu participer à une inspiration de leur côté. Donc c'est bien qu'ils s'y mettent parce qu'on va avoir besoin que tout le monde y aille pour légaliser l'ensemble des parties de la plante. Mais ça prend du temps, ils attendent que ce soit défriché et puis ils iront en grande pompe après. Est-ce que les produits Ocaran sont susceptibles de se retrouver un jour en pharmacie, parapharmacie, c'est peut-être déjà le cas? Ouais, c'est déjà le cas. Après, c'est compliqué de faire du multicanal, en fait. C'est plus une question ensuite de ressources en interne, de focus dans ta présentation de marque. Et c'est dur d'avoir des équipes à la fois très fortes en online, très fortes en pharma, fortes en wholesale. Ça demande beaucoup de ressources financières, en fait, de construire tout ça. De ressources qu'on ne donne pas forcément quand tu es sur un produit qui peut être problématique. Tu sais, nous, on se fait fermer notre page Instagram du jour au lendemain. Je ne te parle pas des contrôles des GCRF et compagnie. On est sur un truc qui est encore un peu touchy, donc c'est pas facile d'aller trouver du soutien financier. Et donc se dire, bah, on fait du multicanal et on se développe partout, c'est un peu ambitieux et tu es obligé de prioriser. Il y a peut-être une restriction aussi au niveau des ressources naturelles, non? Alors ça, on a de la chance, le chanvre pousse tout seul et pousse très bien. Donc on n'a pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Ok, donc il n'y a pas encore de volonté d'acheter de nouveaux terrains pour planter encore plus de champs. Non, non. Mais j'aimerais bien un jour avoir une maison en Bretagne au milieu des champs et organiser des cannabis retreats et montrer un petit peu, reconnecter les urbains à la terre et leur montrer un petit peu comment faire pousser du champ chez soi. Mais ça ne sera pas pour demain, je pense. Bon, j'ai vu que tu avais commencé à faire ça un peu avec notamment un certain nombre d'influenceurs que tu invites chez toi en Bretagne, dans les champs de chanvre, pour leur montrer un petit peu comment ça marche, pour démystifier un petit peu aussi tout ce qu'on raconte autour du chanvre. Est-ce que ça fait partie d'un des principaux on va dire, canaux de communication, la partie influenceur? Alors, en fait, c'était la première fois qu'on le faisait. Ça fait 3-4 ans que les agences de presse me disent quand est-ce qu'on va dans les champs, quand est-ce qu'on visite. Et on l'a fait là pour la première fois cette année parce que les semis se font sur mars-avril et la récolte se fait en septembre. Donc, juin, c'était un bon moment en termes de taille, aussi de climat. C'est quand même plus sympa d'aller visiter quand il fait beau. C'était un peu sport parce qu'on était encore confinés, qu'on a déjà envoyé toutes les invitations. Donc, les gens ne voulaient pas trop venir au début. Et puis, Paris est passé en zone verte 3 ou 4 jours avant. Donc, d'un coup, il y a tous les journalistes qui ont dit, moi, je viens, je veux sortir de Paris, je veux venir visiter. Et on a fait venir 3 influenceuses, en effet, comme tu le mentionnais, Colline, Marion Seclin et Manon Lanza de Allons Rider, parce que soit elles étaient intéressées par la beauté naturelle, soit elles ont un positionnement sur le discours autour de l'engagement de la femme, de l'activisme qui, moi, me touche ou me plaît particulièrement, ou parce qu'elles sont dans un lifestyle sain, nature, qui correspond à la marque. On n'a pas emmené d'hommes parce que c'est très compliqué de trouver des influenceurs hommes en cosmétique. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, de gros influenceurs hommes qui parlent de ces sujets-là. Donc cette année, on n'a pas, voilà, il n'y avait pas d'hommes avec nous, mais j'espère que l'année prochaine, il y en aura. Et l'influence, finalement, on ne le maîtrise pas très bien encore. C'est quelque chose d'assez nouveau pour nous. C'est vrai que j'ai été très protectionniste sur le discours parce que je veux surtout pas que les gens disent hey, regarde, c'est rigolo, c'est du cannabis. Et ça nous est arrivé pas mal au début. Alors c'est vrai que le CBD était un peu moins commun, donc il y a eu pas mal de maladresse dans l'explication de la marque et des produits. Et du coup, je suis un peu sortie de ce truc-là en disant non, non, on n'est pas prêt pour faire de l'influence, tout est trop touchy. Et puis là, on y retourne petit à petit. C'est en effet un des canaux les plus efficaces en ce qui nous concerne, mais qui est quand même, il faut le savoir, assez coûteux. Donc c'est toujours une balance. Nous, on ne peut pas faire de Facebook ad, Instagram ad, qui est à la fois très bien parce que j'ai pas très envie de bombarder les gens de publicité et de leur parler de la marque de manière non sollicitée. Et en même temps, c'est quand même comme ça que se développent beaucoup de marques dites direct to consumer, donc qui vendent principalement sur leur e-shop. Donc à part l'influence, en fait, on n'a pas, et le SEO, mais c'est de la vraiment très longue traîne, on n'a pas beaucoup de leviers rapides d'acquisition. Donc pour l'instant, on mise un peu là-dessus. Ok, bah écoute, c'est très clair. Écoute, on nous souhaite le meilleur en tout cas pour la suite. On va vous suivre
voilà, avec grande passion. On va pouvoir aussi partager nos tests produits avec les internautes sur l'hommetendance.fr. Et puis on sera ravis voilà, de reprendre contact pour savoir comment ça va, comment va la marque, comment s'étend la marque dans toutes les différentes enseignes. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Et tu viendras nous voir au pop-up à Paris? Ben, écoute, voilà, si j'ai l'occasion, avec plaisir, je viendrai voir ça. Ça marche. Merci Bon, Guillaume. bah, un grand merci en tout cas, et puis voilà, bonne chance pour la suite. À bientôt. Salut, à très bientôt. Yes, if you don't make an effort to understand them. Makes you wonder what the world's coming to.